On est le mercredi 16 octobre et il y a 3 semaines, je vous disais ça. Donc laissez-nous 2 semaines, ça va là-dedans et elle redémarre. Force est de constater que c'est pas encore le cas. Et il n'y a rien de surprenant parce que son moteur, il est encore là et il est encore démonté. La première des questions que vous vous posez, c'est attends. On a vu une vidéo où il remonte complètement son moteur. Et pourquoi maintenant, il est à nouveau démonté? Bah laissez-moi vous expliquer. Quand j'ai fait la vidéo du remontage complet du moteur, à cette heure-ci, il était déjà à nouveau démonté. Pourquoi? Parce qu'il y a bientôt maintenant 1 an, je l'ai remonté et ça, dans les règles de l'art, pour une fois que je faisais plutôt bien les choses. Et il s'est trouvé que quand on a voulu le mettre dans la voiture, après avoir fait toutes les vérifs, remonter la boîte et des choses dont on parlera quand on fera la vidéo où on le remet dans la voiture, il nous est arrivé ça. Oh, what the fuck? Pourquoi il est coincé? Ça me semble extrêmement dur. Et si vous connaissez un petit peu mon passif avec les V8 et notamment le moteur de la Barracuda comme celui-ci en est un, à un moment il m'était arrivé la même chose et l'usineur qui me l'avait refait m'avait dit t'inquiète c'est normal, le moteur a serré au ralenti. J'ai serré le moteur de la Barracuda. J'ai eu un peu l'impression de devenir fou parce que j'avais toutes les vidéos du remontage où à chaque élément mobile que j'ajoute, je vérifie que ça tourne bien, alors pourquoi il tourne plus? On a tout essayé, de le faire monter en huile, de le bouger au démarreur, de voir s'il y a quelque chose qui se dégrippait et j'ai pas eu d'autre choix que de le démonter et j'ai fini par trouver le problème et je vous insère des photos maintenant. J'avais 2 pistons sur 8 qui avaient eu comme un contaminant et l'axe du piston, au lieu de pouvoir faire ça autour du piston, ce qu'on appelle un piston flottant, il bougeait plus. Et la force demandée était tellement forte qu'il faisait qu'il fallait 200 newtons pour le tourner à la main. J'ai pas eu d'autre choix que de tout démonter pour avoir à nouveau des pistons qui font ça, chose que j'ai réussi à faire. J'avais déjà la réponse au moment où je vous ai annoncé que dans 2 semaines ça démarrait, mais je me suis rendu compte d'autre chose, c'est que mes coussinets neufs, à force de prendre dans la gueule avec les frottements et la force induite, bah ils étaient plus très neufs. Donc il a fallu que je recommande, ce qui fait que ça a retardé le remontage et c'est là que j'ai pris une autre décision. Donc voilà ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. L'accès est pourri, donc il y a un problème. Et l'autre décision, elle intervient avec cette voiture. On se retrouve à nouveau devant la Chrysler New Yorker 75. Parce que pour rappel, j'ai 2 New Yorker. Celle que vous avez vue au début de cette vidéo, que je vous ai promis de redémarrer il y a 3 semaines, et que je ne peux pas redémarrer, avec laquelle je me suis lancé dans une restauration complète. Et le projet est pas si facile que ça. Du coup, quand l'occasion s'est présentée d'acheter la même chose, hormis certains éléments de carrosserie, pas très loin de chez moi, ce qui pourra me servir de miroir pour remonter l'autre plus facilement, j'ai bondi dessus. Et vu que la 75 me sert de miroir, notamment comme j'ai pu le faire récemment pour remonter l'intérieur de celle-ci, il faut que je la trimballe et que je la ramène même si elle est à seulement 1 km. Comme vous l'avez constaté dans la dernière vidéo, c'est une caisse qui a tendance à surchauffer et le moteur allait finir par me revenir dans la gueule. Donc on se retrouve avec moi. Je vous ai promis une vidéo d'un redémarrage moteur après remontage, 2 caisses dont une qui est pas près de rouler et l'autre qui allait me claquer dans les doigts. Des joints de culasse d'occasion que j'ai monté qu'une fois, qui n'ont jamais tourné mais que je suis obligé de changer pour avoir un moteur complètement neuf dans celle que je refais à zéro et 2 moteurs identiques. Du coup aujourd'hui on fait les joints de culasse de la 75 avec les joints de culasse d'occasion de la 76 pour tenter d'avoir une voiture fiable qui surchauffe plus. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, ça s'inscrit dans une série de 4 vidéos qui vont sortir les 4 prochaines semaines. Dans la première, on fait les joints de culasse. Dans la seconde, on fiabilise le freinage. Et on nettoie le système de refroidissement. Dans la troisième, on passe la 75 au banc. Et dans la quatrième, on redémarre enfin la 76 en se servant de la 75 comme modèle. Ça, c'est les joints de culasse neufs qui ont déjà été comprimés une fois. Ça me fait chier de les jeter. Je me dis, on peut tenter. Sachant qu'à mon avis, ça va rester compliqué parce que vu comment ça a chauffé, les culasses, elles doivent être comme ça. Donc, je me dis, tentons. Ça va me faire travailler le montage-démontage et surtout, ça va me permettre de bosser autrement. Parce que dans cette vidéo, je pense que j'ai appris de mes erreurs. Et oui, j'ai fait des erreurs. Lesquelles? Pour l'autre, le démontage partait bien. J'avais tout trié par sachet, mais en nettoyant et en écrivant très mal sur les étiquettes, ça a rendu la tâche beaucoup plus compliquée. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais tout étiqueter parfaitement parce que cette caisse, c'est mon modèle. Donc il faut qu'elle reste lisible pour que je puisse remonter l'autre sereinement. Sinon je vais me retrouver dans la merde. Donc du coup j'ai pris du scotch, un stylo, je vais bien écrire. Avant tout ça, j'ai profité du fait qu'elle était chaude pour lui faire un lavage. Et ça c'est la deuxième erreur que je fais souvent. C'est que j'ai tendance à bosser sur des caisses que je ne lave pas. Et du coup c'est une galère, c'est gras partout et tout. Alors j'ai pas les bons produits forcément. J'ai vidé 3 litres de nettoyant jante avant de venir avec un Karcher à eau froide, ce qui est pas optimal mais j'ai que ça. Nettoyer et je suis plutôt content du rendu. Du coup on va pouvoir aborder sereinement le démontage. Enfin sereinement je sais pas trop. La première des choses ça va être d'enlever la gamelle. Tout ça on va le faire ensuite. La première étape c'est que je vais étiqueter. Le but c'est de m'y retrouver, d'avoir confiance et que ça puisse être remonté le plus vite possible. Pour l'étiquetage, je me suis absolument pas pris la tête, j'ai pris du scotch à peinture, j'ai écrit dessus de la manière la plus lisible possible et je suis venu l'entourer de manière à pouvoir lire ce qui était inscrit dessus autour des câbles, des pressions et autres éléments que je voulais identifier.
Maintenant qu'on a enlevé la grosse cuvette au-dessus, on a quand même beaucoup plus de place, mais on a tous ces petits fils qui partent absolument partout et ce qui me fait peur sur ces caisses-là. Et on va devoir dégager la place pour pouvoir dégager l'admission qui est au-dessus, les couvre-culasses. Et je marque absolument tout comme je l'ai fait là. Vous allez voir qu'on va avoir 50 000 trucs dans tous les sens. Dans la bonne direction pour tout faire dans les règles de l'art, j'en ai quand même profité pour faire quelques bêtises en démontant le carbu. Sinon c'est pas marrant. C'est ma première connerie. Et vu que je me suis dit que c'était encore plus fun si vous voyez rien, bah je vais vous expliquer. J'ai déconnecté une petite tringlerie qui vient avec le système de starter automatique que je n'avais pas besoin de déconnecter. J'ai perdu la petite clavette qui la tenait, va falloir que je retrouve, c'est marrant. C'est une perte de temps inutile. C'est pas pratique à prendre. Ensuite on les laisse bien accrochés ici, ça devrait pas bouger. Là on a le kickdown. Donc, le kickdown c'est simple, avec une boîte auto, mettons là je suis stabilisé à 50, j'en demande un peu plus. Et la voiture, selon ma demande, va rétrograder plus ou moins toute seule pour me donner une bonne reprise. Et ici ça vient directement fonctionner avec la pression sur la pédale qui vient pousser le bras du kickdown. Et ce qui nous reste, grosso modo, c'est 4 d'accélérateur qui est maintenu là par une espèce de vieux fil de fer. Ça parfait, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui peut se perdre. Et là, normalement, je dis pas de conneries, je dis des conneries. Ah non, ça va. On a le carbu. Maintenant qu'on a déposé le carbu, on a accès visuel à tout le bordel de câbles qu'il y a sur cette voiture et surtout le montant astronomique de dépression. Le pin à dépression, là, comment c'est le bordel? Et tout ça s'explique par le fait que ces caisses sont blindées d'options et de nouvelles normes qui fonctionnent pour la plupart avec des dépressions ou des câbles qui passent un peu partout, ce qui rend le truc un peu complexe. Oh, qu'est-ce que c'est? Putain, c'est un truc de ouf, il y a toujours des trucs chelous dans mes caisses. Après avoir enlevé l'espèce de sac à vomi qui était coincé sous l'admission et avoir fait un petit peu plus de place, on peut s'attaquer aux vis d'admission qui sont au nombre de 8. En soi, c'est pas très compliqué. Ce qui rend le truc un petit peu plus compliqué, surtout pour le remontage, c'est que ces vis, elles ne font pas juste office de tenir l'admission, elles tiennent aussi un sacré paquet de trucs qui se sont dit, ah bah ça serait bien de les fixer là en même temps. Du coup, il y a intérêt à tout retenir. L'admission est normalement... On va essayer de la décoller par là. Tiens, vas-y, essaye de ce côté-là, là, avec le... Attends, fais gaffe à ça. Voilà, mets-toi là, non, plus à droite, ouais, voilà. Ah, mais ça va nous faire chier. Je sais pas si on va pouvoir passer sans, sinon. Nickel. Voilà, quand je vous parlais de machins qui tiennent d'autres trucs, c'est exactement ce genre de choses à laquelle je fais référence. Bon, en l'occurrence, là, c'est le support de l'altérateur, c'est quand même important. Mais il y a énormément de trucs pris à droite et à gauche qui font que c'est... Bah, c'est pas facile. Putain, ça pèse un âne mort, cette connerie-là. L'admission, ouais. Là, vas-y. Si t'y arrives. Ouais. Et toi lève. Ouais, j'aurais pu enlever les... Une fois l'admission performance qui pèse que 962 kg enlevé, on s'est trouvé face à un autre truc dégoulinant, dégueulasse comme le premier que j'ai enlevé. Et Ferréol m'a apporté la réponse sur le fait de savoir ce que c'est. Tu vois, il y avait ça c'est trop bizarre, c'est pas censé être là. Non mais c'est protection par chaleur. Ça là? Ouais, pour l'admission, pour protéger de la chaleur, pour éviter qu'il y ait trop de chaleur sur le mais c'est dégueulasse. Ah oui, mais d'origine c'est bien mis. Je dis bien d'origine et à l'époque. Là tu vires ça, t'éponges tout avant de l'enlever. Comme ça. Ouais, bah le plus chaud ça va être les collecteurs. Hein. Ah ouais. Et les descentes. Là, la descente, j'ai un accès aussi, mais le collecteur en lui-même, c'est une horreur. Avant de s'attaquer au collecteur, je passe aussi par l'étape couvre-culasses qui sont aussi une vraie horreur à enlever. Mais là, tant qu'il n'y a pas l'admission et tout le bazar au-dessus, ça va. Oh merde, ah bah par terre celle-là. Et apparemment, c'est plus facile à enlever quand on n'oublie pas une vis. Bah s'il m'en reste une aussi. L'avantage d'avoir deux caisses quasiment identiques, c'est que du coup, je peux utiliser les pièces de l'autre pour vous expliquer ce qui se passe dans la vidéo. Ça, c'est le collecteur côté conducteur que vous me voyez être en train de galérer à démonter. C'est le premier que j'ai réussi à avoir puisqu'il vient être relié à la descente par les deux trous qui sont là. Et je vais vous montrer pourquoi c'est galère. Toutes les vis de collecteur sont sorties. Pas trop de complications. Là maintenant, il va falloir que je fasse le truc très chiant, c'est-à-dire d'aller défaire la descente comme je peux. Sur la culasse, il vient se présenter comme ça. Ce qui me faisait peur et qu'on retrouve dessus et que finalement ça s'est très bien passé, c'est des vis longues comme ça qui en général viennent... Comment ça s'appelle ça? Ça là... Non, ouais, enfin le goujon. En tout cas, ça vient avec ça qui reste... Non, sur la culasse, j'ai plus le mot, je le mettrai. Donc celle-ci, elle vient de se présenter comme ça. Et là, sur les autres, on a des écrous avec des rondelles. Alors pour ça, rien de bien compliqué. Hein. Il suffit juste de les desserrer et de prier pour que ça soit pas trop grippé, ce qui s'est plutôt bien passé de mon côté. Oh, ça va. Une fois qu'on a enlevé ces écrous-là, la descente vient être maintenue ici. Sauf que comme vous le voyez dans la vidéo, on a zéro accès. L'accès est pourri, donc il y a un problème. Mais comme tout problème, il y a une solution. Et à un moment, je vous parle de ça. Le problème que j'ai sur les collecteurs, donc là j'espère que ce côté ça va être mieux. Déjà c'est plus accessible. Là, vous voyez rien, pardon, est-ce que je vous montre? C'est que des vis, en fait c'est des vis qui sont bloquées avec un écrou derrière et qui vont être bloquées d'un côté avec des espèces de pattes. Là elles sont plus là, je vous montre de l'autre côté. Ouais voilà, là vous la voyez.
Et ça, c'est ni plus ni moins que ces petites clavettes là que j'ai gardées et que je garderai pas finalement pour la 76, qui viennent en fait autour de la vis comme ça pour venir l'empêcher de tourner. Alors normalement c'est pas déformé comme ça c'est au desserrage. Sauf que le problème c'est que ça, quand c'est rouillé, ça vient tourner quoi qu'il arrive autour. Et l'autre souci qu'on a, c'est que du coup bah on peut pas passer une douille. Avant ça, sur ce collecteur, on retrouve un pare-chaleur qui est maintenu par ni plus ni moins que deux vis de cette manière là. Et celle-ci, c'est celle qui vient tenir la jauge à huile. Autre problématique que j'ai, faut la tordre et ça fait toujours peur que ça pète. Et c'est super dur à sortir et vaut mieux pas y toucher. Donc si vous pouvez la tordre pour sortir le collecteur sans que ça pète, c'est parfait. Sinon, ça peut vite être compliqué, surtout si elle pète dans le bas du carter. Le collecteur de l'autre côté, c'est un peu la même chose, mais c'est celui que j'arrive pas à avoir au niveau de la descente au début de cette vidéo quand vous la voyez. Pareil, on retrouve 3 vis longues, 3 écrous. La descente qui est là, on a un petit peu plus d'accès au niveau des vis. Vous allez voir que c'est impossible pour moi de réussir à faire quoi que ce soit parce que les vis sont complètement grippées. Autre problème que je vois, sinon c'est pas marrant. Vous voyez la barre de torsion là? Elle est pile poil dans l'alignement des écrous. Donc il va falloir y aller avec un cardan, on va voir. Là, ce que vous me voyez faire, c'est que j'essaie de faire sauter les goupilles en acier que je vous ai montré un tout petit peu plus tôt qui viennent entourer les écrous pour pouvoir passer une douille. Mais c'est vraiment une galère. C'est bien là ce que tu proposes. Attends. Tu vois ça là ce que je tiens? Tu peux me le lever ou pas? Non, ça marche pas. Il est mort le truc. Étant donné qu'au bout d'un moment j'arrivais plus et que les écrous devenaient ronds, j'ai allumé mon cerveau et il se trouve que sur la 75, les écrous étaient fendus. Qui dit écrous fendus dit que facilement, normalement, on peut les ouvrir avec un burin, un marteau, sauf que l'accès est compliqué. J'ai réussi une fois jusqu'à temps d'avoir l'idée du siècle, qui était de prendre mon marteau à aiguille avec un burin au bout. C'est simple, c'est pneumatique, ça envoie des à-coups, ça permet de le faire assez facilement, ça défonce tout, jusqu'à ce qu'il me claque dans les mains. Après qu'il m'ait claqué dans les mains, c'est là où j'étais un petit peu démotivé à l'idée de défoncer la descente qui ressemble d'ailleurs à ça, hein, c'est la même chose. Donc là, ça a l'air pas bien compliqué. Une fois que c'est sous la voiture, autant vous dire que c'est pas facile. Et enfin, après avoir réussi à déconnecter le collecteur côté conducteur de la descente, j'ai pu l'enlever et j'ai donc pu commencer le démontage de la culasse de ce côté-là. J'ai un peu abandonné l'autre côté pour le moment. En enlevant déjà rame de culbuteur, tige de culbuteur et après je suis venu desserrer les vis. Et d'ailleurs sur ces culasses, il y en a un sacré paquet, il me semble que c'est 18 de tête. Après je me suis servi d'un bras de levier pour décoller la culasse, qui s'est plutôt bien passé d'ailleurs, mais j'ai un peu galéré à l'enlever. Et pour cause, c'est que vous voyez là où j'ai ramassé les espèces de sacs à vomi plein de flotte. Et bah c'est sur le joint qu'on appelle valet-panne sur ces moteurs-là, parce qu'il vient faire l'étanchéité de l'admission avec la vallée du V8, donc où on retrouve les poussoirs, l'arbre à cam en dessous et les tiges de culbuteur ici. Et à la différence des small blocks, c'est d'une seule et même partie. C'est d'un côté c'est bien, c'est beaucoup plus étanche, sauf qu'à ce moment-là je l'ai pas enlevé parce que j'ai plein de petites vis qui m'embêtent et donc du coup la culasse je suis obligé de la retirer comme ça, sauf qu'avec la place qu'il y a c'est pas facile. Oh merde, putain ça pèse un allemand. Mais ce truc là on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo parce que là j'en ai des neufs, mais à ce moment-là j'en avais pas. Les pistons ça va. Tu m'étonnes que ça chauffe, ouais. Oh le carnage. Déjà que les trous sont pas énormes de base. J'attends là à gauche, non? Non t'as rien? Non, t'as rien. Les images valent mieux que les mots. Je pense que vous l'avez constaté comme moi et compris pourquoi elle surchauffait. Je pense que la voiture a été arrêtée pendant très longtemps avec de l'eau dans le circuit, ce qui est venu colmater tous les trous de refroidissement qu'on avait d'ailleurs du mal à trouver en devant gratter avec le tournevis. Tu m'étonnes que ça chauffait. Et là pour aller nettoyer toute la culasse là. Ah bah je vais faire ce que je peux, hein, Karcher, tout. De toute façon ça va être redémonté plus tard. Vous allez voir qu'on va tout donner dans la suite de cette vidéo pour avoir le truc le plus propre possible, mais sans tout démonter comme j'ai pu le faire sur l'autre, ça va vraiment être compliqué, d'autant plus que celle-là est bien plus encrassée. Faut aussi savoir que quelques semaines en arrière, j'ai changé la pompe à eau parce que j'en avais une neuve en rab. Je me suis dit, on sait jamais si ça solutionne le problème. Ça va pas marcher, sinon je serais pas en train de faire tout ça. J'ai lu sur internet qu'il était préférable de faire les deux culasses et pas seulement une sur deux, donc bien aidé, j'ai réussi à trouver la motivation pour desserrer la seconde. Oh, on tient un truc là. Oh, c'est beaucoup moins bouché. Sans défaire le collecteur de la descente. On a carrément défait la descente de la ligne pour pouvoir basculer le collecteur et la descente sur le côté. Et c'est seulement ensuite qu'on est venu le défaire de la descente parce qu'on avait plus d'accès et c'est là qu'on s'est rendu compte de certains trucs. On voit le petit cliquet avec le 14. En fait, Ferrol s'est rendu compte de quelque chose et c'est pour ça que ça tournait en rond. C'est que normalement sur ces caisses tout est en pouces. On parle de 9-16 pour les vis d'échappement et elles ont été changées par quelque chose d'assez proche qui malheureusement était en métrique, à savoir du 14. Comme vous le voyez, c'est quasiment identique. Sauf qu'avec le 9-16, on tournait autour du 14, qui fait qu'on a arrondi les écrous et qu'on n'arrivait pas à les sortir. Donc en fait, on aurait mis du 14 dès le début en sachant que ça avait déjà été touché, on s'en serait bien sorti.
Regarde. Ah, il est bouffé. Laissez-moi vous parler de la différence. De la différence entre les joints de culasse que je remonte et les joints de culasse d'origine. Sur les joints de culasse que je remonte, qui sont de la bonne cam, on a toute une épaisseur d'un seul tenant. Sur les joints de culasse d'origine, et pour le coup, je suis sûr qu'ils sont d'origine, bah tenez, on retrouve ceux de la 75, il y a ceux de la 75 et de la 76 là. On retrouve du joint de culasse feuilleté en plusieurs étapes et métallique. Pas la même chose. L'autre différence marrante qu'on peut voir, c'est ça, c'est un joint de culasse de la 76 et ça, c'est le joint de culasse de la 75 que j'ai gardé. Comme vous le voyez, c'est la même chose. On retrouve bien des produits d'origine badgés Chrysler qui ont sûrement jamais été changés. Et vous voyez comment sur la 76, c'est resté plutôt homogène malgré le fait que la caisse faisait des joints de culasse aussi. Et vous voyez au niveau des trous qui servent volontairement à limiter le débit pour que l'eau circule bien partout dans toute la culasse. Sur la 75, c'était complètement bouffé, c'était complètement obstrué. L'eau essayait de se trouver un passage, ça a commencé à ronger le joint. Et tellement c'était pourri et ça trouvait pas de chemin, sur la 75, ça s'est carrément ouvert ici, alors que normalement c'est condamné. L'eau trouve toujours un chemin. On n'a plus rien à démonter sur la voiture, c'est que du nettoyage, du remontage. Après avoir déposé la culasse que vous venez de voir, on est venu constater que les pastilles de dessablage qu'on retrouve là et qu'on voit bien puisqu'elles sont pas peintes de la même couleur de la culasse sur celle de la 76, elles étaient toutes mortes. Donc je les ai sorties, comme ça. Et avec ça là, ça va être bien ça je pense. Vous faites levier d'un côté, le but c'est qu'elle rentre pas comme je viens de le faire. Non après c'est chiant, je vais aller la chercher à la pince multiprise. Là, levier comme ça. Là, celle-là va peut-être être chiante, non c'est bon. Et là, elle est rentrée, donc là c'est chiant. Là quand c'est comme ça, faut la massacrer. Donc là l'idée, rien de compliqué. Vous prenez, vous tirez, non ça vient bien. Quand elles sont un peu chiantes comme ça, qu'elles sont dedans, vous pouvez l'approcher à l'aimant. Et là vous faites, je vais pas péter les bougies. Hop, ça se tord bien, hein, c'est pas... Hop. Et alors celle-là du coup va être un petit peu plus relou. Là je l'ai attrapée à l'aimant, je la ramène. Et voilà. Et ensuite il a fallu que j'en mette des nouvelles. Et fort heureusement, comme un peu tout ce que j'ai pour la 76 qui marche aussi sur la 75, j'ai tout commandé en double. Donc j'en avais, on a pu changer ça parce que s'il y en a une qui pète et qu'elle est côté échappement ou baie moteur, bah vous êtes obligé de déculasser pour pouvoir la changer. C'est des choses pas très compliquées à changer, mais une fois que ça pète alors que le moteur est dans la voiture, c'est vite une horreur. Pour vous montrer la différence avec l'autre, venez voir. Ça c'est ce qu'il y a dedans qu'il faut qu'on arrive à sortir au maximum. Quand on brosse, c'est plutôt propre, hein, ça ressort plutôt bien. On a mis la cale, on a regardé le jeu qu'on avait, on a 0,05 inch, on a 5 centièmes ouais, et c'est dans les tolérances. Donc on va pouvoir remonter comme ça, si l'autre est pareil, on va pouvoir remonter comme ça. Au niveau des bougies, on en a qui étaient complètement tassées. Ça c'est sûrement lié à l'hydroloc. L'eau devait passer dans les cylindres, ça a dû éclater ça. Voilà, donc bougie neuve, joint de culasse pas neuf parce qu'on met ceux qui ont déjà été comprimés une fois dans le moteur qui n'a encore jamais tourné. Pour la science, pour l'expérience et pour mon porte-monnaie, puis ça devrait fonctionner. Update dans le nettoyage, c'est plutôt propre. Vous m'avez vu faire ce que je viens de faire et de toute façon on va pas s'étaler parce que c'est des trucs que vous avez vu 1000 fois et c'est très chiant. Je vais pas trop loin sur les culasses. Vous m'avez vu contrôler avec l'air. Ça ne justifie pas un rodage, surtout dans le cas de figure de ce que je fais pour le moment avec cette voiture. On le fera à terme là pour le moment, ça justifie pas. Par contre j'ai le bon outil pour démonter les soupapes. Le rodage ça prend du temps, j'ai pas envie de le faire. Changer les joints, il serait peut-être temps. Et surtout que j'ai bien fait, c'est pas le premier. Regardez l'état. Forcément ils sont vieux, hein, puis avec la chauffe, bah, c'est tout pourri. Les joints neufs que j'ai pour l'échappement, ils se présentent sous forme de parapluie. Ils appellent ça. À la différence de l'autre, pour le moment, j'ai fait qu'une culasse, mais les soupapes ne sont pas du tout grippées. Elles sont toutes libres de leur mouvement, sans problème, et plutôt fluides. Pas de jeu d'ailleurs. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça va bien, et les ressorts ont l'air en bon état. Alors, dans l'idéal, il faudra les changer pour le prix que ça coûte, bien entendu. Mais là, ça ira très bien pour ce qu'il y a à faire, et de toute façon, ça peut n'être que mieux qu'avant. Ensuite, j'enfilerai les pastilles de dessablage. Et pour l'anecdote, je l'ai fait beaucoup plus tard dans la journée parce que j'avais pas envie de le faire et j'ai failli oublier de les remettre avant de remonter les culasses, ce qui aurait été pas drôle du tout. Quand vous voyez que ça s'enfonce d'un coup, vous y touchez plus trop. Hein. Je pense que j'aurais mis à ce moment-là toutes les vidéos en même temps que je le dis, comme ça avancera très vite. Et après, on va pouvoir commencer à remonter. Je suis lent, mais ça avance. Ensuite, il a fallu nettoyer le bloc aussi, directement, parce que si on fait que le côté culasse, bah ça marche moins bien, même si j'ai lu sur Doctissimo qu'on pouvait ne rien nettoyer du tout et que ça fonctionnerait quand même. J'ai préféré le faire. Alors, vu qu'il est encore dans la voiture, hein, ça va de soi, je l'ai pas sorti depuis, c'était pas facile, mais j'ai pu y aller, et notamment avec la brosse métallique qui m'a permis d'enlever l'excédent et tout ce qui accrochait vraiment sur le plan de joint. Mais ça, j'y reviens. Parallèlement à tout ça, et quelque chose que je n'ai pas du tout filmé, on est venu nettoyer le bloc et les culasses à l'eau sous pression jusqu'à ce que ça ressorte le plus clair possible, un peu à l'image de ce qu'on avait fait sur le moteur de la Barracuda quand il était déposé. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en reparler puisque l'épisode de la semaine prochaine traite justement du nettoyage de tout le système de refroidissement qu'on fera avec le moteur monté, en le faisant tourner et en préparant des mixtures un peu bizarres et on va voir si ça fonctionne.
Il est maintenant l'heure de remonter le moteur de la 75 et de voir si ça fonctionne. Et pour des questions de lumière et surtout de pluie qui commencent à être vraiment insistantes, il faut rentrer la voiture dans le hangar. Il faut savoir que les freins sont encore un peu bloqués, donc même moi tout seul j'arrive pas à la bouger. À 2 c'est compliqué, à 3 c'est pas facile non plus, donc je prends le Suzuki Wagon R pour Racing et je viens pousser la New Yorker dans le hangar. Ah c'est bon, on est bon. Faut acheter un wagon R les mecs. Un wagon R. Là, je vais finir de nettoyer le bloc. Je me suis mis mon petit setup lumière, je vois tout bien, ça va être parfait. On va commencer par remonter la culasse que j'ai démontée en première. Bah voilà, on arrive sur quelque chose de plutôt propre. Alors c'est marqué là, hein, suite problème de liquide de refroidissement, ça peut créer une faiblesse. Écoutez, on verra bien. De toute façon, je peux pas faire de miracle ni rectifier le bloc. On va dire que je mets pas toutes les chances de mon côté, mais ça devrait le faire. Il est 22h, j'ai mis la culasse de l'autre côté, vous m'avez vu, et en fait j'ai perdu un temps ouf à savoir où allaient les guides pour les câbles et les pare-chaleur, parce que j'avais pas pris de photo comme un abruti. J'ai serré tout à 80 par étape, et donc du coup là j'ai été voir le serrage, c'est 70 fat pounds, c'est-à-dire à peu près 95, étant donné que c'est de la bricole, je vais mettre 100, c'est pas par acquis de conscience, je me dis 5 Nm de plus, ça va peut-être être plus étanche, peut-être une très mauvaise idée, mais bon, je pense pas que ça a joué énormément. C'est un peu dur pour moi de serrer la culasse opposée là-bas, parce que j'ai très mal à ce poignet-là depuis quelques temps, je suis tombé dessus. La plus dure, je me conforte là-dessus. Après, on va pouvoir nettoyer, remettre les poussoirs, etc. Faut pas que je rip, parce que là, c'est un coup à me faire très très mal. Oh putain, j'ai trop mal. Ah, j'ai trop le seum. Ah, j'ai perdu toute ma putain de force. J'en ai pas beaucoup. Oh, j'arrive pas. Yes. J'aimerais qu'on profite de ces heures tardives pour parler de quelque chose. L'accès aux bougies. Alors là, c'est facile, il n'y a pas le collecteur, mais rien que là, il y a le pare-chaleur, là. Vous savez ce que je galérais à remettre tout à l'heure, là, que je savais pas où ça allait? C'est l'enfer. Au niveau des bougies, non, on est bon. Je les replace déjà. J'ai mis un petit coup sur les fils, mais c'est tellement encrassé que c'est pas facile. Plein les mains, il y en a plein pareil. Ah! Faudra les changer, hein, dans l'idéal. Les autres, je les garde pour la neuve, là, pour le moment. Ça avait l'air de fonctionner, donc on va essayer comme ça. J'ai remis l'autre culasse en place, mais je l'ai pas serré encore. Et après, non, ça devrait avancer plus vite. Oh putain de merde, c'est bon, c'est fini. La prochaine étape, tant qu'on a serré les deux culasses et mis les bougies, je suis explosé. Ça va être de bien renettoyer et de venir présenter le joint qui va sous l'admission. Mais avant ça, il faut que je monte poussoir, mes tiges de culbut et mes culbuteurs. Fais chier ça. Oh! C'est chiant à mettre, hein, je pensais pas à ce point. Faut vérifier de pas en tordre à ce moment-là. Face partout là. Ça c'est 17 Newton, pas plus. Ça là, le joint du dessus, je pensais réutiliser celui-là. J'en ai commandé deux. Un pour l'autre moteur que je vais refaire. Ça coûte pas si cher que ça, on parle de 20 balles. Bon, pour une feuille de métal, vous me direz c'est cher. C'est les frais de port qui sont chers parce que c'est volumineux. C'est 50 balles. C'est pour ça qu'il faut en prendre plusieurs d'un coup parce que c'est le même prix. Et en fait, en voyant l'état de celui-là, je vais le garder précieusement. On sait jamais un jour. Mais je vais quand même prendre la peine de mettre un neuf. Ça me fera moins de travail parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Et on se reprend tout de suite au jour. Transition. Si je vous dis qu'on est le lendemain de la veille, ah non mais le même jour, ce qui était 2h du mat, vous me croyez? Oh c'est dégueulasse. Voilà, coup de nettoyant frein et tout il est beau. Alors, vous vous souvenez de ça, là, que je vous ai dit hier, oui, bah je vais changer. J'en ai effectivement commandé deux. Et je me suis dit en rentrant, putain, mais j'ai pris mes autres colis, pourquoi ils sont pas là? Bah ils sont bloqués en douane. Du coup, on va nettoyer celui-là pour pouvoir le remettre. J'ai mis du nettoyant jaune dedans pour frotter à la brosse. À la brosse, à la brosse, à la brosse, à la brosse. Et puis bah, on va voir jusqu'où on arrive à le ravoir. Tant qu'on le déforme pas, non, c'est bon. C'est un peu cocasse parce que l'étanchéité là-dessus, ça rigole pas trop. Et si vous la foirez, vous avez vite fait d'avoir de l'eau, de l'huile et de l'air qui se mélangent dans tous les sens. Donc normalement, ça va et ça se réutilise sans trop de problèmes. Mais ça fait partie des petites appréhensions que j'ai parce que sur mes premiers montages, j'avais du mal à faire en sorte que ça soit étanche parce que je faisais beaucoup d'erreurs. Donc ça fait un autre truc d'occasion dans la voiture. Restauration à l'américaine. N'êtes-vous pas au courant que je suis un petit con? Si, forcément, avec le temps. Et vous savez aussi que je monte mes erreurs. Ça, je viens de le ramasser entre les poussoirs. C'est des morceaux de brosse métallique. Parce que oui, la brosse métallique c'est bien, mais vu que je l'ai fait tourner très vite, ça a tendance à se désagréger. Alors en soi, pas de problème, je vous ai toujours dit, il n'y aura pas de souci, ça nettoie bien les plans, ça les agresse pas. Que je le fais sur des moteurs démontés. Ça permet ensuite de tout souffler, de tout dégager et d'avoir quelque chose de propre. Je m'en fous qu'il y ait des brins qui se baladent puisque je peux tous les dégager. Là, sur un moteur qui est dans une caisse, c'était un peu une connerie, j'aurais dû utiliser autre chose parce que du coup, ça s'est foutu un peu partout. Donc j'ai nettoyé le gros, je pense pas qu'il y en ait non plus des 1000 et des 100. Et je pense que pour la résultante de la prochaine
problématique, c'est quand même des gros morceaux, donc à la limite ça va tomber dans le carter que je ne peux pas enlever là parce que l'accès est vraiment horrible, faut tomber de la direction, etc. Et donc à la limite, quand je referai ce moteur complètement, puisque c'est ce qui est prévu, je les trouverai peut-être un ou deux coincés dans la crépine. De là à ce que ça aille boucher quoi que ce soit, j'y crois pas une seconde, mais c'est pas ouf. Ne faites pas ça du tout. Et on verra au démontage complet s'il y a eu une galère. J'espère que vous aimez beaucoup cette vidéo. Faites comme moi, mettez du métal dans vos moteurs, vous verrez, vous allez gagner 50 chevaux. Maintenant que tout ça c'est fait, et pour savoir si on gagne vraiment 50 chevaux en laissant des morceaux de brosse métallique, il est temps de s'occuper de l'admission. Donc on va venir replacer la plaque que j'ai plutôt pas trop mal réussi à récupérer au nettoyage. Et entre temps, vous voulez la blague, j'ai reçu les neuves, mais maintenant que j'y étais, je me suis dit on va remonter l'ancienne quand même. Parti. Ça c'est dégraissé. Oh là, oh là. Oh là là. Donc là, le but, c'est que ça soit bien plaqué partout. Ça va venir prendre sa forme. On vient placer sur les côtés les barres de fer avec les quelques vis et le tumulte de trucs à fixer dessus en même temps. Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien à ce qu'il me raconte, le pécor là-bas, là. Tiens la caméra, c'est tout ce que je te demande. T'embauches des gens, ils veulent te parler, qu'est-ce que c'est que ça? Qui viennent la plaquer sur les côtés pour l'étanchéité. On vient tout doubler à la pâte à joint. Dans tous les cas, ça se voit pas, ça va être étanche. Si vous en avez qui débordent dans l'admission, c'est pas grave. Dans l'eau, c'est pareil. On va faire un cirque de lavage. Bien nettoyer les portées d'admission. Remettre le tout en place en évitant de faire passer des fils au mauvais endroit parce que sinon ça peut vraiment être une galère. Serrer le tout à environ 30 newtons et pas 80 comme je le faisais avant parce que je sais pas pourquoi j'étais con comme ça. Et normalement, vous avez quelque chose d'étanche. Et moi, normalement, je vais bientôt avoir une voiture qui tourne. C'est plutôt propre là ce qu'on est en train de faire. Parce que là, c'est important de la remonter exactement comme c'était parce que sinon on n'a plus de modèle, faut que j'en achète une troisième. Le running gag. Là, j'ai acheté une autre New Yorker pour remonter la deuxième New Yorker qui me servira à remonter la troisième New Yorker. Psychologiquement, le joint d'échappement, c'est celui qui me fait le moins peur, comme beaucoup de gens, je pense, parce que si ça fuit, c'est chiant, mais c'est pas très grave. Au niveau du joint de collecteur, rien de bien compliqué. En général, il vous reste les goujons sur les côtés. Il vient se présenter comme ça. Le tout, c'est que ça reste aligné quand vous montez le collecteur. Là, c'est facile. Une fois dans la voiture, c'est le même combat depuis le début. Ça peut vite s'avérer compliqué. Faut que ça passe. Là-bas, c'est bon, j'y suis. Merde, le joint est sorti. Putain, saloperie de merde. Faut que le joint tienne. Faut que ça passe en même temps. Je vous apprends un, c'est un collecteur d'échappement, quoi. Merde. Quoi? Ah oui. C'est passé. Maintenant, qui va bien vouloir tenir? Oui. Le joint se met à peu près au bon endroit. Je suis un margoulin, mais pas trop. C'est-à-dire que les vis, il aurait fallu les peindre. Mais au moins, je vais un peu les graisser. Le joint a l'air d'être bien au bon endroit. Je vous ai montré tout ce qui était un peu compliqué. Donc maintenant, je vous propose d'avancer jusqu'à ce qui nous intéresse, la fin. Je crois que l'image est pas très belle parce qu'il fait nuit. Il est 20h30. Il me reste juste le carbu à mettre en place. Non, c'est à peu près bon. La voiture ressemble à quand je l'ai démontée, grosso modo. Et là, j'ai pas filmé grand chose parce qu'en fait, il a fallu que je recale dès que ça allait pas. Je monte ma simili valve GR là. Je monte le carbu. Je vidange le gasoil qui est dans l'huile. Oui, vous avez bien entendu, c'était pour protéger un peu de la rouille et nettoyer un peu le carter. J'avais mis du gasoil tant que le moteur était ouvert et le temps que je nettoie tout le reste avant de remonter. Je mets de la 10-40. Et si ça démarre, je vous filme quand j'essaye de la démarrer. Maintenant. Normalement, j'ai power. Ça fait? Pardon. Oh merde. Oh, je vais me faire détruire. Il est 21h42. Il me reste 20 minutes avant d'être dans la zone de tu vas mourir. Enfin 18. Si tu démarres cette caisse, là je vais peut-être pas mourir. Enfin on va peut-être pas m'insulter mais grand mort. Peut-être. Je vais essayer de faire vite. Je la mets là. Je vois rien dedans. J'espère ne pas défoncer l'appareil photo. Votre plaisir auditif. Profitez-en. Le voyant d'huile s'éteint en fait. Je vous ai dit ça? Ah puis j'ai pas d'essuie-glace. Oh fais chier. Elle va peut-être pas vouloir bouger ce soir. C'est beau, hein? Sous ce soleil de Côte d'Azur, on est pas d'accord? Bon, ce qui s'est passé hier, c'est qu'elle a démarré et qu'elle a pu vouloir redémarrer. Plusieurs théories. On va aller du plus simple au plus complexe au... En fait, ça va aller de j'ai la réponse à je n'ai pas la réponse. Et à je n'ai pas envie de connaître la réponse aussi. La première, c'est qu'elle s'est peut-être noyée, vu qu'elle a démarré et qu'ensuite j'arrivais plus à la refaire partir. J'y crois pas une seconde, c'est la première des choses qu'on va essayer. On va essayer de la faire repartir là. La seconde qui est pour moi plus plausible, c'est que la pompe à essence s'est désamorcée et que j'en ai plus beaucoup dans le réservoir. Du coup, elle a du mal à se réamorcer. Problème, solution. Donc ça, on va pouvoir voir aussi. L'autre qui doit de toute façon être un problème actuel, c'est l'allumage. Bon, vous avez vu mes fils de bougie là que j'ai essayé de nettoyer pour garder le côté orange d'origine. Bon, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir. Je pense qu'il lui manque un ou deux cylindres hier quand elle est partie. Problème,
solution. Là j'ai des câbles de bougie neufs dont je me suis jamais servi, que j'ai eu dans un autre pièce. On verra s'ils sont assez longs, si ça passe. Et puis bah on essaiera de faire ça. J'ai d'autres dépressions qui doivent être mal branchées aussi, ce qui doit pas aider. Donc on va regarder ça. Il pleut et l'eau ça mouille. Et là mon carton va être trempé, donc j'arrête mes conneries de mise en scène là. C'est parti. Hein. La première des choses que je vais faire, dans tous les cas, c'est bien de le faire, c'est de remettre de l'essence. J'ai pris du 95 parce que ça marche, on s'en fout, puis c'est moins cher. Oh quel bordel ça encore. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh merde. Voilà, l'essence par terre. Putain, ça fuit à mort. Je suis en train de mettre 1 litre par terre. C'est pas bien. Donc à faire des jerrycans qui fuient pas. Est-ce que vous avez noté que j'ai fait un peu de rangement hier avant de partir? C'est très bien. Mais j'ai perdu les clés de la Chrysler. Et sans clé, y a pas de clé. Hein. J'espère que je les ai pas laissées dans une veste que j'ai oubliée chez moi, genre. Elle est où? Where is the keys of my Chrysler New Yorker? Yeah, bitch. Where is it? Yeah, bro. Wow. Voilà. Oh, ma grenadine. Je les ai. C'était dans mon sac photo. Tiens, ton pare-choc arrière? Ça va, c'est passé. Alors, messieurs, dames, est-ce que cette voiture était noyée? Oui, la réponse est oui, la réponse est non. I singing in the rain, let's singing in the rain. Ta 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 ta. Ouais, je pense qu'il y a un problème d'allumage. De toute façon, les câbles sont bleds, je vais les changer. Le problème que j'ai, c'est que je sais pas s'ils vont être assez longs. J'en ai d'autres, des bleus là, mais les bleus ils ont été charcutés, coupés dans tous les sens. J'ai un problème. Les câbles que j'ai sont faits pour small block. Or, j'ai un big block. Alors là, vous allez sûrement me dire, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est la même chose. Oui, sauf que plus long câble de mon kit small block là. Câble pas le plus long de mon kit de base. La bonne nouvelle, c'est que dans le kit de câbles coupés là, qui sont courts aussi, il y a ça. Ça, c'est quoi? C'est des cosses. Des cosses, des passe-câbles, des têtes, des tout pour refaire tout bien. Donc, on va tout refaire tout bien. Le mot tout refaire est peut-être un peu fort parce que j'ai fait le strict minimum de ce que je pouvais faire pour bien faire. Ah, mais les ingénieurs de ce truc-là, là. Je les ai fait les uns après les autres, comme ça, j'avais pas à retrouver tout l'ordre d'allumage derrière. Donc j'en prenais un, je le nettoyais au maximum de ce que je pouvais parce qu'ils étaient gras, c'était une catastrophe. Je venais ouvrir au cutter les isolations en caoutchouc d'origine pour les changer, parce qu'il y en avait qui isolaient plus, il y en a d'autres qui m'empêchaient de bien mettre le câble en contact sur la bougie ou sur la bobine. Je suis venu en placer des neufs avec du WD-40, ça va tout seul à emboîter. Et après ça, je prenais une valeur au multimètre. Je sais pas ce qu'elle vaut, c'est une valeur de résistance. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris un câble d'allumage neuf. J'ai eu cette valeur. Et vu que les câbles d'allumage de la Chrysler que j'ai un peu rénové me donnaient la même valeur, je me suis dit que c'était bon et que ça pouvait y aller. Maintenant qu'on a fait ça et que les fils sont à peu près propres, ça c'était le dernier. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'était pas branché celui-là. Il y a peut-être de ça. Écoutez, je les ai tous faits, je les ai tous regainés, j'ai tous vérifié les résistances comme je viens de vous l'expliquer. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc on va voir ce que ça dit. À quel temps de chiottes? Verdict, je remets pas la gamelle, je suis un mec dangereux. J'en ai deux qui sont inversés, je pense. Je sais lesquels c'est. Ah, c'est vraiment l'enfer. Oh là là, mais comment ça passe ça? Bon, je vais laisser le démarreur se reposer. Je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe tout à l'heure. Messieurs, dames, j'ai un truc très cool à vous dire. C'est que ça marche. Comme vous l'avez compris, le problème était l'allumage. Alors tout à l'heure, je l'ai poussé à l'intérieur. J'ai refait sans filmer parce que vous l'avez vu 50 fois. J'ai repris l'ordre. Et en fait, avec l'accès sur la tête de Delco qui est pleinement horrible, en fait, je voyais pas où je pinais et j'ai dû inverser. J'ai été induit en erreur avec le fait que hier, ça a démarré tout de suite et j'ai persisté. Mais c'était pas le bon truc. Attention les oreilles. C'est ouf, c'est pas mal isolé à l'intérieur. Et maintenant que ça tourne pas trop mal, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer la fiabilisation à l'américaine de ma Chrysler New Yorker 75. A plus. En train de... Ferrell, viens voir.